Dans la société des exorcistes, tout ce qui est valorisé, c'est l'énergie occulte. Plus vous en avez et plus vous serez puissant. Eh bien, c'est ce qu'on pensait tous. Imaginez n'avoir aucune énergie occulte, mais malgré tout réussir à vaincre les deux exorcistes les plus puissants de leur génération. Et imaginez avoir un tel impact dans l'histoire que des actions que vous avez menées en 2006 ont toujours des incidences sur ce qu'il se passe 12 ans plus tard. Eh bien, le nom du personnage qui coche toutes ces cases est Toji Fushiguro. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage mémorable, Toji Fushiguro. Son simple nom terrifie le clan Zenin tout entier. Car Toji, s'il le souhaitait, aurait pu anéantir ce clan tout entier en un claquement de doigts. Toji a non seulement réussi à vaincre Gojo Satoru, mais son retour durant l'arc Shibuya a montré que sa suprématie était réellement intemporelle. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir à quel point le personnage de Toji Fushiguro est puissant. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait extrêmement plaisir. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Bon, j'avais déjà fait une vidéo sur la force de Toji et celle-ci est la suite de cette dernière vidéo, donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir. Pour comprendre la force de Toji, il faut d'abord s'intéresser à sa restriction maudite. La restriction innée de Toji lui a permis d'atteindre le niveau des exorcistes de classe S. Un serment inné est un serment imposé dès la naissance au corps. Il ne résulte pas d'un choix et il restreint lourdement certains attributs de ceux qui le reçoivent, mais en échange, les bénéfices qu'il octroie sont conséquents, proportionnellement aux contraintes qu'il inflige. Ainsi, Toji ne possède aucune énergie occulte et en échange, il est doté d'une puissance physique hors du commun. Le serment inné communément diminue le niveau de l'énergie occulte, mais Toji est l'un des rares cas où le serment inné a totalement éradiqué son énergie. Maki par exemple possède un serment inné, seulement à ce moment-là, elle possède quand même de l'énergie occulte, mais en très petite quantité. Elle possède donc un serment inné un peu plus classique. Ainsi, elle a des capacités physiques boostées, mais pas autant que Toji, qui possède un serment inné total et ainsi zéro forme d'énergie occulte. Mais Kamaru est l'exemple opposé. Il possède une condition physique très limitée, mais en échange, son énergie occulte est particulièrement élevée. Rappelez-vous que les non-exorcistes ne peuvent pas voir les fléaux. Maki le dira elle-même, elle a tellement peu d'énergie occulte qu'elle n'est capable de voir les fléaux qu'avec ses lunettes. Seulement, concernant Toji, son niveau d'énergie occulte est tellement inexistant que tous ses sens sont poussés à leur paroxysme. Ainsi, il est capable de sentir les fléaux, mais seulement parce que ses sens sont extrêmement développés. Lorsqu'il était enfant et membre du clan Zenin, Toji a été jeté dans une pièce pleine de fléaux pour le punir de ne pas avoir d'énergie occulte. Il est sorti de cette pièce avec la cicatrice qu'il a au niveau de la bouche. À cette époque déjà, Toji avait réussi à tuer tous les fléaux présents dans la pièce au prix d'une simple cicatrice. Ainsi, Toji avait confiance en ses sens pour faire face aux fléaux et à l'énergie occulte. Toji a quand même affronté le duo des plus forts, Gojo et Geto, sans être capable de voir les techniques occultes. C'est fou quand même. Il utilisait ses 5 sens pour distinguer les techniques. Dans cette posture, Toji était indétectable parce qu'il n'avait pas d'énergie occulte. Il a réussi à s'infiltrer dans la barrière de l'école d'exorcisme grâce à cela, et c'est comme ça qu'il a pu attaquer Gojo Satoru discrètement. Gojo d'ailleurs est le seul qui a réussi à le repérer lors de l'une de ses filatures, malgré le fait que Toji n'ait pas d'énergie occulte. La puissance de Toji est appuyée par les armes qu'il utilise. Toji a utilisé contre Gojo un objet maudit de rang S en forme de dague qui a la capacité d'annuler tout sort à son contact. Cette arme est assez puissante pour annuler des sorts extrêmement forts comme l'infini de Gojo Satoru. Plus tard, Tengen expliquera que cette arme est capable d'annuler le sort qui retient Gojo prisonnier dans la lisière du supplice. Et c'est pour cette raison que Gojo Satoru a fait disparaître cette arme par la suite. Mais vous devez sans doute vous demander comment Toji a-t-il pu traverser la barrière qui protège l'école d'exorcisme de Tokyo avec un objet occulte aussi puissant sous la main? Eh bien, cela s'explique par le fléau que Toji trimballe avec lui. Grâce au serment inné, le corps de Toji a développé une résistance au fléau. Toji possède un fléau dans lequel il stocke tous ses objets maudits. Ses armes et le fléau dégagent de l'énergie occulte
Par conséquent, pour rester inaperçu, Toji se force à avaler le fléau pour le cacher dans son estomac. Toji dira lui-même qu'un homme invisible a un estomac tout autant invisible. Ainsi, en cachant le fléau et les objets maudits dans son estomac, il ne dégage aucune énergie occulte et par conséquent il peut rester discret. Toji peut donc déplacer un arsenal d'armes qu'il maîtrise à la perfection. Durant son affrontement contre Geto, il arrive à trancher son dragon très rapidement alors que ce dernier a la peau très résistante. Toji possède une telle vitesse que même Gojo Satoru n'arrivait pas à suivre ses mouvements. Gojo n'a pas eu d'autre choix que de détruire tout son environnement car il était impossible pour lui de déceler Toji. Megumi dira que Toji est une Maki entièrement réalisée. Et rappelez-vous que Maki était déjà extrêmement rapide au point de pouvoir attraper un tir d'arme à feu à main nue. La vitesse de Toji est nettement supérieure, Megumi la comparera même à celle de Sukuna. Il dira que Sukuna 3 doigts était moins rapide. Toji est ainsi extrêmement puissant. Je veux dire que Gojo Satoru est quand même connu pour avoir inversé la balance du monde. Personne auparavant ne l'avait vaincu et tout le monde le craignait depuis sa naissance. Toji n'a pas hésité à affronter Gojo à bout portant et on peut le dire, Toji a vraiment tué Gojo Satoru. Mais Gojo n'a été mort que pendant quelques instants. Gojo est revenu à la vie en ayant développé la technique d'inversion. Il explique avoir compris le cœur de l'énergie occulte. Ce nouveau Gojo était une personne complètement différente de celui que Toji avait affronté. Grâce à ce deuxième affrontement, on peut mesurer la résistance de Toji. Toji a survécu au rouge de Gojo pris de plein fouet. Rouge est une technique extrêmement puissante qui a détruit un fléau gigantesque dans le film Jujutsu Kaisen 0. Mais Toji a réussi à encaisser cette attaque sans énormément de dégâts. Gojo dira lui-même que Toji est un monstre. Mais on comprend vraiment la puissance de Toji durant son retour lors de l'arc Shibuya. Ogami, une maître des fléaux, utilise sa technique pour ramener Toji à la vie. Elle a utilisé les informations génétiques de Toji pour le réincarner dans le corps de son petit-fils. Grâce à la technique, le petit-fils d'Ogami devrait avoir un contrôle total sur le corps réincarné de Toji. Il devait récupérer son corps et sa puissance. Cependant, peu de temps après sa réincarnation, la conscience de Toji récupère le contrôle. Et de cette manière, 12 ans plus tard, Toji Fushiguro est revenu à la vie. Toji a pu récupérer le contrôle grâce à sa restriction innée. Le corps de Toji est spécial et par conséquent sa conscience a pris le dessus sur celle du petit-fils, lui redonnant le contrôle de son corps. Dès son retour, Toji nous fait une démonstration de sa puissance. Il élimine Ogami en une attaque et décide d'affronter les combattants les plus puissants présents à Shibuya. C'est dans cette posture qu'il se retrouve dans le territoire de Dagon, un fléau de classe S. Dagon combattait en même temps Nanami, Megumi, Maki et Naobito, le chef du clan Zenin. Seulement, l'arrivée de Toji a bouleversé l'affrontement. Très rapidement, Toji récupère Nuage Flottant des mains de Maki avec une facilité déconcertante. Toji élimine les familiers les plus puissants de Dagon extrêmement facilement. Ensuite, avant même que Dagon ne comprenne ce qu'il se passe, Toji lui avait percé le crâne avec Nuage Flottant. Pour comprendre l'étendue de la puissance de Toji, on peut faire un parallèle avec Maki. Maki, après le sacrifice de Mai, a obtenu tout comme Toji une restriction maudite totale. Comme Akutami l'a écrit dans l'œuvre, on assiste à la naissance d'un nouveau monstre surpuissant, complètement réalisé. Maki a réussi à anéantir l'ensemble du clan Zenin à elle seule. C'est quelque chose que Toji aurait aussi pu faire, mais il a préféré abandonner son clan tout simplement. Maki a encaissé des techniques occultes extrêmement puissantes car la restriction maudite a offert à Maki et Toji des corps aussi résistants que l'acier. Mais ça ne s'arrête pas là. Je pense que ce qui rend la restriction maudite si intéressante, c'est l'immunité au territoire qu'elle provoque. Et oui, vous m'avez bien entendu, la restriction maudite permet à Toji et Maki d'être totalement immunisés face aux extensions du territoire. Comme je vous l'avais dit, les barrières ne peuvent pas les détecter, par conséquent, les barrières de territoire ne sont pas des exceptions. Maki et Toji ne peuvent être pris dans des territoires que s'ils acceptent d'y rentrer. Il y a cependant deux exceptions à cette règle. La première exception concerne les territoires comme ceux de Megumi qui utilisent une barrière physique. Et la deuxième exception concerne les territoires comme celui de Sukuna qui s'impose à la réalité. Mais hormis ces deux cas, Toji et Maki sont immunisés contre les territoires. C'est une habilité de fou parce que l'extension du territoire, c'est communément le paroxysme de l'énergie occulte. Ainsi Toji est extrêmement puissant. Sa restriction maudite est ce qui lui a permis de vaincre Gojo Satoru, mais c'est aussi à cause d'elle qu'il a eu une vie instable et compliquée. Toji a toujours été rejeté par son clan au point de quitter ce dernier. Il est le fruit de cette société d'exorcistes impitoyable qui ne jure que par les techniques occultes et l'énergie occulte. Toji est le père de Megumi Fushiguro. La mère de Megumi est la seule, semblerait-il, qui a réussi à un peu calmer l'âme de Toji. Et ses dernières pensées sont tournées vers elle. C'est Toji lui-même qui a nommé son fils Megumi, prénom qui signifie bénédiction. Mais la mère de Megumi
est morte dans des circonstances inconnues. Après avoir quitté le clan, Toji s'est remarié avec une certaine Fushiguro qui était la mère de Tsumiki. Dès lors, la distance entre lui et le clan Zenin n'a fait que s'accentuer. Toji est alors entré dans un cercle vicieux où il enchaînait les excès et où il passait d'une femme à l'autre très rapidement. Toji est devenu un père indigne pour Megumi, le vendant au clan Zenin pour 7 millions de yens s'il possède une technique occulte et 8 millions si cette technique est héréditaire. Il se disait sûrement que si Megumi possédait une technique occulte puissante, il serait traité comme Naoya et pas comme lui a été traité. Au bout d'un certain temps, la mère de Tsumiki et Toji finissent par disparaître de la vie de leurs enfants. Toji en arrive même à oublier qui est Megumi. Mais je pense que ce n'est que lors de ces derniers instants qu'on comprend vraiment le personnage de Toji Fushiguro. Et je parle de ces deux derniers instants qui sont tous les deux tournés vers Megumi. Après avoir perdu face à Gojo, Toji repense à Megumi. Il repense à ce dernier qui risque d'être vendu au clan Zenin dans quelques années. Toji informe Gojo de cela et lui demande de faire ce qu'il veut avec cette information. Mais Gojo, éprouvant quand même une forme de respect pour Toji, décide d'intervenir et de prendre Megumi sous son aile. Gojo sait à quel point les grands clans d'exorcistes peuvent être immoraux et sans pitié. Il a lui-même été victime de ce genre de traitement. Ainsi, Toji est mort en repensant à sa famille qu'il a laissée derrière lui. Mais ce n'était pas sa dernière mort. Durant l'arc Shibuya, après avoir vaincu Dagon, Toji décide de s'en prendre au deuxième personnage le plus puissant sur les lieux. Alors qu'il y avait Nanami, Maki et Naobito, Toji s'attaque à Megumi. Peu de temps après que l'affrontement ait débuté, Toji réalise que celui qu'il est en train de combattre n'est autre que son fils Megumi. C'est assez intéressant parce que lorsqu'il était en vie, Toji déclarait ne pas se rappeler de Megumi. Et là, après ne pas l'avoir vu pendant plus de 13 ans, Toji reconnaît son fils. Je pense que cela montre bien qu'au fond, Toji aimait profondément Megumi. Il déclarait avoir oublié son fils, mais je pense que c'était bel et bien faux. Tout ce que Toji voulait, c'est que Megumi ait une meilleure vie que la sienne. Une vie loin du clan Zenin et de la société d'exorcistes. Par conséquent, à ce moment-là, il demande à son fils quel est son nom. Et Megumi répond Fushiguro. Toji est ainsi satisfait que la réponse ne soit pas Zenin. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que Toji n'a jamais pu exprimer son amour envers Megumi de manière conventionnelle. Car tout ce qu'il a connu toute sa vie, ce n'était que la violence. Le fait qu'avant de mourir, ses pensées soient tournées vers son fils montre bien que finalement, la vie de Toji tournait en grande partie autour de Megumi. À ce moment-là, lorsqu'il réalise que son fils est libre du clan Zenin, Toji estime qu'il n'a plus rien à faire ici. Et ainsi, il met fin à ses jours une dernière fois. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. L'idée c'était un peu de revenir sur le personnage de Toji. Dites-moi ce que vous pensez de lui en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'arc passé de Gojo. Personnellement, je l'ai vraiment adoré. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.